Il y a toujours quelqu'un dans une pièce qui a besoin de faire plus de bruit que les autres. Quelqu'un qui coupe, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui parle comme s'il avait toujours un coup d'avance, comme s'il était plus intelligent, plus lucide, plus important. Il veut prendre la place, il veut occuper l'espace, il veut que tout le monde sente sa présence. Et souvent, au début, ça marche. Parce que beaucoup de gens confondent le bruit avec la force, l'assurance avec la maîtrise, l'arrogance avec l'intelligence. Mais il y a une vérité que très peu comprennent vraiment. Le plus dangereux dans une pièce, ce n'est presque jamais celui qui parle le plus. Ce n'est pas celui qui cherche à impressionner. Ce n'est pas celui qui joue au plus malin. Ce n'est pas celui qui transforme chaque échange en démonstration. Le plus dangereux, c'est souvent celui qui se tait, celui qui regarde, celui qui écoute, celui qui laisse faire, celui qui comprend le jeu sans avoir besoin d'y participer. Parce qu'il existe des gens qu'on ne trompe pas avec de la mise en scène. Il existe des gens qui voient au-delà des mots, au-delà des attitudes, au-delà du personnage. Ils voient les intentions, ils voient l'agitation, ils voient le besoin de domination caché derrière chaque phrase. Et pendant que certains essaient d'impressionner toute une pièce, d'autres sont simplement en train de tout enregistrer. Ils voient celui qui veut paraître au-dessus. Ils voient celui qui se nourrit du regard des autres. Ils voient celui qui croit manipuler l'ambiance, alors qu'en réalité, il ne fait que se dévoiler. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. À force de vouloir paraître plus intelligent que tout le monde, certains finissent juste par exposer leur vide. Parce que la vraie intelligence n'a pas besoin de théâtre. La vraie force n'a pas besoin de rappeler qu'elle existe. La vraie maîtrise ne coupe pas, ne crie pas, ne s'agite pas. Elle observe. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que le silence que certains prennent pour de la faiblesse est parfois la forme la plus dangereuse de lucidité. Ce silence n'est pas un manque de réponse. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la naïveté. C'est parfois une attente calme, une attente froide, une attente précise. Comme si quelqu'un te laissait simplement aller jusqu'au bout de toi-même, jusqu'au bout de ton arrogance, jusqu'au bout de ton personnage, jusqu'au moment exact où le masque tombe tout seul. Et quand ce moment arrive, il est souvent déjà trop tard. Aujourd'hui, on va parler de ces gens qui se croient plus intelligents que tout le monde, de ceux qui confondent présence et supériorité, de ceux qui prennent le calme des autres pour de la faiblesse, de ceux qui pensent dominer une pièce alors qu'ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils révèlent. Et surtout, on va parler de cette puissance silencieuse que presque personne ne comprend avant de l'avoir subie. Ce qu'il y a de fascinant avec certaines personnes, c'est qu'elles croient vraiment que les autres ne voient rien. Elles pensent que tout repose sur la manière de parler, sur la manière d'entrer dans une pièce, sur la manière de regarder les autres, de couper une phrase, de donner l'impression qu'elles maîtrisent tout. Comme si l'autorité était une posture, comme si l'intelligence pouvait se fabriquer avec du ton, de l'assurance, un peu de froideur et beaucoup de spectacle. Alors elles avancent comme ça. Elles prennent de la place, elles s'installent dans les échanges comme si tout leur appartenait déjà. Elles veulent toujours être au centre de quelque chose, toujours donner l'impression qu'elles ont compris avant tout le monde, toujours laisser croire qu'elles voient plus loin, qu'elles anticipent mieux, qu'elles dominent naturellement. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que quand quelqu'un a vraiment de la profondeur, il n'est pas impressionné par ce genre de mise en scène. Au contraire, il la repère presque immédiatement. Il reconnaît cette façon trop calculée de vouloir exister, cette manière de chercher à prendre l'ascendant dans chaque interaction, ce besoin étrange de rappeler sa présence, de faire sentir sa supériorité, d'installer une tension artificielle juste pour garder le contrôle. Parce qu'au fond, les gens qui font le plus de bruit socialement ne sont pas toujours les plus forts. Très souvent, ce sont simplement ceux qui ont le plus peur qu'on voit ce qu'il y a derrière. Et derrière quoi, exactement? Derrière l'arrogance, il y a souvent l'insécurité. Derrière le besoin de dominer, il y a souvent le besoin d'être validé. Derrière le ton supérieur, il y a parfois quelque chose de beaucoup plus fragile qu'on ne l'imagine. Mais pour voir ça, il faut savoir observer, pas réagir tout de suite, pas se précipiter, pas tomber dans le piège émotionnel qu'ils essaient de créer. Parce que c'est aussi ça, leur force apparente. Ils savent provoquer, ils savent pousser les autres à parler trop vite, à se justifier,
à s'énerver, à vouloir corriger, répondre, contrer, montrer qu'ils ont compris eux aussi. Et dès que tu fais ça, tu entres dans leur terrain. Tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent. De l'attention, de la matière. Un échange dans lequel ils peuvent continuer à jouer leur rôle. C'est pour ça que beaucoup de gens se font avoir. Pas parce qu'ils sont naïfs, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils pensent encore qu'il faut toujours répondre à ce qui dérange. Alors qu'en réalité, certaines personnes se détruisent beaucoup mieux quand on les laisse simplement continuer, quand on ne les interrompt pas, quand on ne les combat pas immédiatement, quand on leur laisse l'espace de se révéler. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de voir quelqu'un se dévoiler tout seul, sans qu'il s'en rende compte. Le regard, le ton, la façon de se mettre en avant au bon moment, la manière de parler des autres comme s'ils étaient toujours légèrement en dessous. Cette habitude d'entrer dans chaque échange, non pas pour comprendre, mais pour prendre le dessus. Tout ça parle, beaucoup plus que les mots eux-mêmes. Et les gens lucides le sentent. Ils n'ont même pas toujours besoin de preuves. Ils n'ont pas besoin d'un grand événement. Ils n'ont pas besoin d'une trahison spectaculaire ou d'un conflit ouvert pour comprendre à qui ils ont affaire. Parfois, il suffit de très peu. Une micro-expression, une phrase dite avec trop de plaisir, une interruption qui n'avait pas lieu d'être, une manière de s'attribuer subtilement ce qui ne lui appartient pas, une manière de poser une question non pas pour apprendre, mais pour récupérer, une manière de parler comme si tout devenait un terrain d'évaluation. Et là, tout devient clair, pas forcément pour tout le monde, mais pour celui qui observe, oui. Parce qu'à ce moment-là, il ne regarde plus une personne, il regarde un mécanisme, un fonctionnement. Il voit quelqu'un qui ne sait pas simplement être, quelqu'un qui doit constamment produire un effet, quelqu'un qui a besoin de s'installer au-dessus parce qu'il ne supporte pas d'être au même niveau, quelqu'un qui ne parle pas toujours pour construire, mais pour se positionner. Et une fois que tu as vu ça, tu ne peux plus ne plus le voir. C'est fini. Le masque ne fonctionne plus. La voix peut rester posée. Le sourire peut rester propre. Les gestes peuvent sembler maîtrisés. Mais derrière, tu vois désormais l'intention. Et c'est cette intention qui change tout. Parce qu'il y a une différence immense entre quelqu'un qui prend naturellement sa place et quelqu'un qui a besoin de diminuer les autres pour exister. La différence est énorme. L'un inspire, l'autre écrase. L'un rassure, l'autre met en scène. L'un n'a rien à prouver, l'autre est en démonstration permanente. Et c'est ça, le détail que beaucoup ratent au début. Ils pensent être face à de la compétence, alors qu'ils sont souvent face à un besoin maladif de contrôle symbolique. Le problème, c'est que ce genre de personne peut impressionner un moment. Surtout dans des environnements où tout va vite, où les gens n'ont pas le temps d'analyser, où la posture compte parfois plus que la profondeur, où celui qui parle le plus finit par être pris pour celui qui sait le plus. Mais cette illusion ne tient jamais éternellement. Jamais. Parce que tôt ou tard, il y a toujours quelqu'un qui voit plus loin que la surface. Quelqu'un qui n'est pas hypnotisé par les gestes. Quelqu'un qui ne confond pas la présence avec la valeur. Quelqu'un qui sait reconnaître la différence entre la maîtrise et la comédie. Et à partir de là, le rapport change. Pas à l'extérieur forcément. Souvent, rien ne change visiblement au début. C'est ça qui est troublant. Le silence reste le même. Le calme reste le même. Le visage reste presque identique. La conversation continue. Le quotidien continue. Le personnage, lui, continue aussi. Il croit que tout fonctionne encore. Il croit qu'il impressionne encore. Il croit qu'il garde l'ascendant. Il croit qu'il domine la perception des autres. Il croit qu'il peut continuer à jouer sur l'image, sur le ton, sur le rythme, sur la récupération, sur l'arrogance légère, sans jamais être percé. Mais en réalité, quelque chose s'est déjà renversé. Parce que dès l'instant où quelqu'un a compris ton jeu, tu n'as plus vraiment le contrôle. Tu peux encore faire illusion un temps. Tu peux encore parler. Tu peux encore t'agiter. Tu peux encore essayer de prendre la lumière. Mais tu n'as plus l'avantage invisible. Et c'est cet avantage-là qui compte vraiment. L'avantage invisible, c'est quoi? C'est le fait que l'autre sait et que toi, tu ne sais pas encore qu'il sait. C'est là que tout devient intéressant. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point la lucidité silencieuse peut être écrasante. Ils pensent qu'il faut toujours répondre, s'affirmer, remettre quelqu'un à sa place immédiatement, marquer le coup, montrer qu'on a vu.
Mais non, parfois la forme la plus haute de maîtrise, c'est de ne rien montrer tout de suite, de laisser le temps faire son travail, de regarder la personne répéter son propre schéma, de la voir refaire exactement les mêmes erreurs avec exactement la même confiance, de la voir croire qu'elle est subtile alors qu'elle devient prévisible. Et quand quelqu'un devient prévisible, il devient vulnérable. C'est toujours la même chose. Le besoin de briller le pousse à se montrer. Le besoin de dominer le pousse à forcer. Le besoin d'être au-dessus le pousse à en faire un peu trop. Et c'est justement ce « un peu trop » qui finit par tout révéler. Les êtres vraiment intelligents savent de s'arrêter. Ils sentent la limite. Ils n'ont pas besoin d'écraser. Ils n'ont pas besoin de répéter leurs valeurs. Ils n'ont pas besoin de gagner chaque micro-échange pour exister. Mais ceux qui jouent à être au-dessus, eux, ne savent pas s'arrêter. Parce que ce n'est pas une stratégie ponctuelle, c'est une dépendance. Ils ont besoin de ce rapport de force. Ils ont besoin de cette impression de supériorité. Ils ont besoin de voir les autres s'ajuster, hésiter, se taire, se justifier. C'est comme une nourriture. Sans ça, ils se sentent moins grands, moins visibles, moins importants. Alors ils recommencent, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'une personne en face ne réagisse plus comme prévu. Et ça, pour eux, c'est déstabilisant. Parce qu'ils savent gérer l'opposition, ils savent gérer le conflit, ils savent même parfois gérer la colère des autres. Mais ils savent beaucoup moins gérer quelqu'un qui a compris et qui ne leur donne rien. Aucune nervosité, aucune justification, aucune lutte visible, aucune tentative désespérée de reprendre la place. Juste une présence calme, un regard qui a saisi quelque chose, un silence qui n'est plus vide, mais rempli de compréhension. Et ce genre de silence devient très lourd, parce qu'il ne nourrit plus le spectacle, il le vide. Petit à petit, celui qui voulait dominer sans qu'il se passe quelque chose. Il ne sait pas toujours quoi, mais il le sent. Il parle, mais ça ne produit plus le même effet. Il coupe, mais ça ne déséquilibre plus autant. Il essaie de prendre le dessus, mais quelque chose résiste sans bruit. Et cette résistance invisible est insupportable pour certains profils, parce qu'elle leur renvoie une vérité qu'ils ne supportent pas. Ils ne contrôlent pas autant qu'ils le croyaient. Ils peuvent occuper l'espace, mais ils ne contrôlent pas ce que les gens lucides pensent d'eux. Ils peuvent faire du bruit, mais ils ne contrôlent pas ce que leur agitation révèle. Ils peuvent jouer un rôle, mais ils ne contrôlent pas le moment où quelqu'un voit enfin le décor. Et à partir de là, chaque mouvement devient d'une preuve supplémentaire. Chaque tentative d'impressionner confirme le vide. Chaque besoin de montrer confirme l'insécurité. Chaque geste de domination confirme la peur de ne pas compter naturellement. C'est pour ça que le regard de quelqu'un de calme peut devenir aussi dérangeant. Parce qu'il n'attaque pas, il comprend. Et être compris quand on vit à travers un personnage, c'est peut-être l'une des choses les plus inconfortables qui existent. Parce qu'au fond, ce n'est pas la critique qui fait le plus mal. Ce n'est même pas l'humiliation. Ce n'est pas le conflit. Le plus douloureux parfois, c'est de sentir que quelqu'un a vu à travers toi, qu'il a vu le besoin derrière la posture, la fragilité derrière le contrôle, l'agitation derrière l'assurance, le manque derrière la démonstration, et qu'il n'a même pas eu besoin de le dire. Il a juste compris, en silence. Et dans ce silence, il y a déjà une forme de verdict. L'erreur la plus grave que ce genre de personne puisse faire, c'est de croire que le silence en face est un vide. C'est presque toujours là qu'il se trompe. Il voit quelqu'un de calme et il pense qu'il ne comprend pas. Il voit quelqu'un qui ne répond pas tout de suite et il pense qu'il n'a rien à dire. Il voit quelqu'un qui ne se précipite pas dans le rapport de force et ils prennent ça pour un manque de caractère. Mais non. Très souvent, le silence n'est pas une absence. C'est une lecture, une prise d'information, une manière d'écouter au-delà des mots, une façon de sentir les intentions derrière les attitudes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler vite pour comprendre vite. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de couper pour exister. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se défendre à chaque phrase parce qu'ils savent exactement ce qu'ils voient. Et c'est ça que les profils arrogants ont beaucoup de mal à accepter. Ils comprennent le monde à travers le bruit, à travers la démonstration, à travers l'impact immédiat. Pour eux, celui qui prend de la place est fort. Celui qui répond vite est vif. Celui qui domine la conversation est au-dessus.
Alors quand il rencontre quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, il sous-estime immédiatement. Et cette sous-estimation est souvent le début de leur chute. Parce que pendant qu'il joue à impressionner, l'autre est déjà en train de comprendre la structure entière. Il ne regarde pas juste les mots, il regarde le rythme, il regarde les interruptions, il regarde les variations de ton, il regarde les moments où la personne se sent obligée d'en rajouter. Il regarde ce qui revient souvent, ce qui déborde, ce qui force, ce qui insiste. Et là, tout devient lisible. Ce n'est plus une conversation, ce n'est plus une simple présence, c'est un schéma qui se répète. Toujours la même manière de vouloir passer devant, toujours la même manière de corriger pour exister, toujours la même manière de se nourrir du déséquilibre créé chez l'autre, toujours la même manière de chercher l'ascendant, même dans les détails les plus insignifiants. Et une fois que tu as identifié un schéma, tu ne réagis plus de la même façon. Tu deviens beaucoup plus calme. Pas parce que tu es impressionné, pas parce que tu abandonnes, pas parce que tu ne sais pas quoi faire, mais parce que tu comprends désormais que la personne en face est prisonnière de son propre fonctionnement. Elle croit agir librement, elle croit être fine, elle croit être imprévisible, elle croit maîtriser l'image qu'elle donne, alors qu'en réalité, elle est terriblement répétitive. C'est ça le problème de ceux qui veulent dominer les autres en permanence. Ils finissent par devenir transparents. Leurs besoins parlent à leur place. Leur ego les trahit. Leur obsession d'être au-dessus les rend lisibles. Et plus ils insistent, plus ils se dévoilent. Mais eux ne le voient pas, parce qu'ils sont trop occupés à mesurer l'effet qu'ils produisent dans la pièce. Ils regardent qui baisse les yeux, qui se tait, qui s'explique, qui hésite, qui leur laisse la place. Ils interprètent tout à travers le prisme de leur victoire apparente. Ils se disent « Tu vois, il ne répond pas. Tu vois, il se tait. Tu vois, il n'ose pas. Tu vois, j'ai pris le dessus. » Alors qu'en réalité, ce silence qu'ils prennent pour une reddition est parfois le tout début de leur exposition. Parce qu'il y a quelque chose de redoutable dans le calme de quelqu'un qui a compris. Ce calme n'est plus neutre. Il devient une distance intérieure, une distance lucide, une distance qui change la nature du lien. Avant, il y avait peut-être encore du doute, peut-être encore de l'ouverture, peut-être encore la possibilité de croire à la spontanéité, à la maladresse, à l'ego mal géré. Mais à partir d'un certain point, ce doute disparaît. Et quand il disparaît, le regard change. Tu ne vois plus quelqu'un qui a un caractère, tu ne vois plus quelqu'un qui veut bien faire à sa manière, tu ne vois plus quelqu'un de fort, tu vois quelqu'un qui a besoin de surjouer quelque chose pour se sentir exister. Et ça change tout, parce qu'à partir de là, tu ne te sens plus dominé, tu te sens renseigné, tu n'es plus touché de la même manière, tu n'es plus déplacé intérieurement à chaque phrase, tu n'es plus déstabilisé par ses effets de présence. Tu regardes juste quelqu'un faire encore ce qu'il sait faire de mieux, mettre en scène une supériorité qu'il ne ressent pas vraiment en lui-même. Et cette compréhension calme crée une forme de pouvoir très particulière. Un pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne s'affiche pas, un pouvoir qui ne cherche pas la confrontation immédiate, un pouvoir qui ne veut même pas forcément corriger tout de suite, parce qu'il sait. Et quand tu sais profondément, tu n'as plus besoin de t'agiter. C'est très difficile à comprendre pour ceux qui vivent dans le rapport de force permanent. Ils imaginent toujours que la puissance est visible, qu'elle doit se montrer, qu'elle doit s'imposer, qu'elle doit répondre vite, frapper fort, reprendre le dessus publiquement. Mais non, il existe une autre forme de puissance, beaucoup plus rare, beaucoup plus propre, beaucoup plus dérangeante. La puissance de celui qui voit et qui laisse le temps faire son œuvre. Parce que le temps est cruel avec les faux personnages, très cruel. Quand quelqu'un joue un rôle, il doit le rejouer sans cesse. Il doit le défendre, il doit le nourrir. Il doit rester cohérent avec l'image qu'il essaie de vendre. Et ça, c'est épuisant. À un moment ou un autre, il force trop, il en fait trop, il répète trop, il se montre là où il aurait dû se taire, il récupère là où il aurait dû laisser, il corrige là où personne ne lui demandait rien. Il s'avance là où sa présence n'était même pas nécessaire. Et c'est là que les gens attentifs comprennent définitivement. Parce qu'il y a toujours un moment où l'ego déborde. Toujours. Le masque peut tenir un temps. La posture peut impressionner. L'assurance peut fonctionner en surface, mais l'ego, lui, finit toujours par trahir la mécanique.
Il a besoin d'être vu. Il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de sentir qu'il est au centre. Et ce besoin devient un aveu permanent pour ceux qui savent lire. Voilà pourquoi le calme fait si peur à certaines personnes. Parce qu'elles ne savent pas ce qu'il contient. Elles préfèrent quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui répond, quelqu'un qui s'emporte, quelqu'un qui se justifie. Parce que ça, elles savent le gérer. La colère, elles peuvent la retourner. La nervosité, elles peuvent l'utiliser. La réaction, elles peuvent l'exploiter. Mais le silence, le vrai silence, celui qui ne vient ni de la peur, ni de la confusion, ni de la soumission, celui-là est beaucoup plus inquiétant. Parce qu'il ferme des portes. Il ne donne pas de prise. Il ne donne pas d'indices émotionnels. Il ne montre pas où attaquer. Il ne révèle pas ce qu'il prépare intérieurement. Et ça rend nerveux ceux qui pensaient avoir le contrôle. Petit à petit, quelque chose s'inverse. Celui qui croyait lire les autres ne lit plus rien. Celui qui croyait mener le jeu commence à sentir qu'il n'a plus le même impact. Celui qui croyait dominer l'échange sent qu'il parle, mais que ça ne pénètre plus pareil. Et ce moment est très important, parce que c'est souvent là que le masque commence à se fissurer. Pas publiquement, pas encore, pas de manière spectaculaire, mais intérieurement. L'arrogant commence à sentir une résistance qu'il ne comprend pas. Il redouble parfois d'efforts, il appuie davantage, il essaye d'être encore plus visible, encore plus tranchant, encore plus dominant. Mais plus il insiste, plus il confirme ce qu'on avait déjà compris sur lui. Et sans le savoir, il participe lui-même à sa propre chute symbolique. C'est ça qui est presque ironique. Ceux qui veulent contrôler l'image qu'ils renvoient finissent très souvent par l'abîmer eux-mêmes, à force d'en faire trop, à force de vouloir toujours gagner, à force de ne jamais savoir rester simple, à force de croire qu'il faut écraser pour exister. Ils deviennent lourds, prévisibles, fatigants et surtout profondément révélateurs. Alors que celui qui est resté calme, lui, devient autre chose. Il devient une présence difficile à lire, une présence solide, une présence qu'on ne manipule plus aussi facilement, une présence qui ne donne plus d'ouverture au petit jeu social. Et ça crée un déséquilibre immense. Parce qu'au fond, ceux qui vivent par le contrôle ont besoin que les autres jouent à leur rôle. Ils ont besoin que l'un s'énerve, que l'autre se justifie, que quelqu'un se sente diminué, que quelqu'un leur donne la sensation d'avoir pris le dessus. Mais quand ce mécanisme ne fonctionne plus, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et c'est souvent là que tout commence à se compliquer pour eux, parce qu'ils découvrent une chose qu'ils avaient oubliée. Tout le monde ne se laisse pas impressionner. Tout le monde ne se laisse pas lire aussi facilement. Tout le monde ne se laisse pas piéger par le bruit. Il y a des silences qui jugent déjà, des silences qui ont compris, des silences qui n'attendent plus qu'une chose, que le personnage aille jusqu'au bout de lui-même. Et quand quelqu'un va jusqu'au bout de son personnage, il finit presque toujours par rencontrer sa propre vérité. Il y a un moment très précis, un moment que presque personne ne remarque de l'extérieur, mais que celui qui joue un rôle commence à sentir de l'intérieur. Au début, il avance comme d'habitude. Même ton, même manière de s'imposer, même besoin de montrer qu'il comprend plus vite, même réflexe de corriger, de devancer, de se placer juste au-dessus, toujours légèrement au-dessus, assez pour que les autres le sentent, mais jamais assez pour qu'on puisse facilement le dire. C'est subtil, parfois, pas toujours spectaculaire, pas toujours brutal, pas toujours visible pour ceux qui regardent vite, mais pour celui qui observe en profondeur, ça devient limpide. Parce que ces gens-là ne cherchent pas seulement à participer, ils cherchent à installer un rapport où ils sont au-dessus, un rapport où ils donnent le rythme, un rapport où les autres doivent suivre, s'adapter, encaisser, se justifier, parfois même douter d'eux-mêmes. Et tant que ce rapport fonctionne, ils se sentent forts, ils se sentent confirmés, ils se sentent exister, ils se sentent en maîtrise. Mais il arrive un moment où la mécanique se dérègle. Pas parce qu'on leur répond plus fort, pas parce qu'on les remet brutalement à leur place devant tout le monde, pas parce qu'on déclenche une guerre ouverte. Non, la mécanique se dérègle parce qu'ils sentent que, cette fois, quelque chose ne prend plus. Ils parlent, mais l'effet n'est plus le même. Ils lancent leurs petites pointes, leur manière de prendre le dessus, leurs gestes calculés, leur tentative de contrôler la perception.
Mais en face, il n'y a plus cette vibration qu'ils attendaient, plus cette gêne, plus cette tension facile, plus ce déséquilibre qu'ils savaient là provoquer. Et ça les perturbe, parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite ce qui a changé. Extérieurement, presque rien. Le visage en face est calme, la posture est propre, le ton reste stable, aucune explosion, aucune plainte, aucun grand discours. Mais intérieurement, le lien a déjà été rompu. Celui qui observait a cessé d'être impressionné. Il a cessé de chercher à interpréter gentiment. Il a cessé de donner le bénéfice du doute à ce qui n'était plus du hasard depuis longtemps. Et ça se sent, même sans mots. C'est là toute la violence du regard lucide. Quand quelqu'un a compris ton fonctionnement, il n'a même plus besoin de te combattre pour te fragiliser. Sa simple présence change déjà le rapport, parce qu'elle ne te nourrit plus, elle ne te valide plus, elle ne te craint plus, elle ne te prend plus au sérieux de la même manière. Et pour quelqu'un qui a construit son personnage sur l'effet qu'il produit chez les autres, c'est insupportable. Il ne sait pas toujours nommer ce qui lui arrive, mais il le sent. Il sent que sa mise en scène rencontre quelque chose de fermé. Pas fermé par faiblesse, fermé par compréhension. Et là, il commence à perdre sa liberté. Parce qu'à partir du moment où tu n'impressionnes plus quelqu'un, tu es obligé d'en faire davantage pour retrouver l'ascendant. Tu pousses un peu plus. Tu insistes un peu plus. Tu prends un peu plus de place, tu forces un peu plus le trait, et à chaque fois que tu forces, tu te dévoiles davantage. C'est comme si ton propre besoin te tirait vers le bas. Tu voulais paraître supérieur, et te voilà devenu prévisible. Tu voulais paraître intelligent, et te voilà devenu lisible. Tu voulais paraître puissant, et te voilà devenu dépendant de l'effet que tu produis. C'est ça, la faille. La faille n'est pas dans le bruit. La faille est dans le besoin de bruit. La faille n'est pas dans l'assurance. La faille est dans la nécessité permanente de prouver cette assurance. La faille n'est pas dans la domination. La faille est dans l'incapacité à exister sans dominer. Et lorsqu'une personne calme voit cette faille, tout devient différent. Elle ne regarde plus un homme fort, elle regarde un manque déguisé en autorité, un manque déguisé en maîtrise, un manque déguisé en supériorité. Et plus ce manque s'agite, plus il devient visible. Il y a quelque chose de presque cruel dans ce moment. Parce que celui qui joue le plus grand ne comprend pas tout de suite qu'il a déjà commencé à rétrécir dans le regard de l'autre. Il continue à croire qu'il contrôle encore son image. Il continue à croire qu'il tient sa position. Il continue à croire qu'il domine la perception. Alors qu'en réalité, il est déjà en train de tomber. Pas publiquement, non. Le plus souvent, ces chutes-là ne font pas de bruit. Elles se passent dans le regard des gens lucides. Elles se passent dans cette seconde où quelqu'un comprend définitivement « D'accord, ce n'est pas de la grandeur, c'est juste un besoin de hauteur. » Et une fois que cette phrase existe intérieurement, le décor n'a plus la même force. Tout ce qui impressionnait avant paraît plus petit. Tout ce qui semblait maîtrisé paraît plus nerveux. Tout ce qui semblait fort paraît plus fragile. Même les silences de l'arrogance changent de sens. Ils ne sont plus perçus comme de la maîtrise. Ils deviennent stratégiques, calculés, habités par le souci de l'image. Même ces prises de parole changent de texture. On y entend le besoin. On y entend l'effort. On y entend cette petite tension intérieure de celui qui veut absolument rester au-dessus. Et c'est fini. Pas fini dans les faits, peut-être. Pas fini dans les apparences. Mais fini dans l'essentiel. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un voit ce qui t'anime réellement, tu ne peux plus redevenir mystérieux à ses yeux. Tu peux encore gesticuler, tu peux encore jouer, tu peux encore essayer d'impressionner la pièce entière. Mais pas lui. Lui, il a vu. Et être vu comme ça, pas admiré, pas craint, pas applaudi, mais vu, c'est parfois la chose la plus déstabilisante qui soit pour quelqu'un qui a passé sa vie à se construire un personnage. Parce qu'au fond, les personnages ne vivent que tant qu'ils contrôlent la distance entre ce qu'ils montrent et ce qu'on comprend. Le jour où cette distance s'effondre, le personnage commence à étouffer. Et plus il essaie de respirer, plus il se débat dans son propre rôle. Alors il recommence. Toujours un peu plus. Une phrase en trop. Une correction en trop. Un regard en trop. Une récupération en trop. Une tentative de briller en trop. Et ce trop, c'est toujours lui qui le trahit. Puis vient le moment le plus intéressant.
Le moment où celui qui voulait dominer sent, sans vraiment se l'avouer, qu'il n'a plus la même prise. C'est très discret au début. Ce n'est pas une scène, ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas un affrontement spectaculaire où tout éclate devant tout le monde. C'est plus froid que ça, plus silencieux, plus intelligent. C'est une perte invisible, la perte de son impact. Avant, il entrait dans une pièce et sentait qu'il pouvait imposer sa température. Il pouvait orienter les échanges, il pouvait mettre une pression subtile, il pouvait capter l'attention, déplacer l'énergie, faire sentir sa présence. Mais maintenant, quelque chose glisse. Il parle, mais ça ne s'installe plus pareil. Il provoque, mais ça ne désaxe plus autant. Il cherche à prendre l'ascendant, mais il sent qu'en face, le terrain a changé. Et ce qui est terrible, c'est qu'il ne sait pas toujours comment le récupérer. Parce qu'on ne lui a pas donné de conflit direct. On ne lui a pas offert la scène qu'il aurait pu utiliser. On ne lui a pas donné l'occasion de retourner la situation avec son aisance habituelle. On lui a donné autre chose, du calme. Un calme qui ne cherche plus à être validé. Un calme qui ne cherche plus à être compris. Un calme qui ne demande rien. Un calme qui sait. Et ce calme-là est impitoyable, parce qu'il retire à l'autre tout ce dont il avait besoin pour continuer à jouer. Il n'y a plus de lutte à gagner, plus de réaction à exploiter, plus de fragilité visible à pousser, plus de justification à utiliser contre toi. Il n'y a plus qu'un mur propre, un mur silencieux, un mur lucide, et face à un mur lucide, beaucoup de faux dominants finissent par se heurter à eux-mêmes. Ils se retrouvent soudain seuls avec leur manière d'être, seuls avec leurs réflexes, seuls avec cette agitation qu'ils croyaient être de la force. Et c'est là que commence la vraie descente. Parce que quand quelqu'un ne peut plus prendre appui sur toi pour nourrir son personnage, il se met à peser de tout son poids sur lui-même. Tout ce qu'il projetait vers l'extérieur lui revient. Son besoin d'être vu, son besoin d'être au-dessus, son besoin d'être reconnu comme plus fin, plus fort, plus intelligent, plus indispensable. Tout ça revient d'un coup comme quelque chose de lourd, de trop visible, de presque embarrassant. Et plus le temps passe, plus son propre théâtre devient difficile à soutenir. Il doit maintenir le ton, maintenir le rôle, maintenir l'image, maintenir cette fameuse hauteur qu'il voulait tant faire ressentir. Mais le problème, c'est qu'une hauteur artificielle coûte très cher à porter, parce qu'elle n'est jamais naturelle. Elle demande des efforts constants, des ajustements permanents, des démonstrations répétées, des micro-victoires absurdes, des rappels continuels. Il faut toujours se replacer au-dessus, toujours se remettre en avant, toujours refaire sentir qu'on domine, toujours remettre du poids là où la réalité ne t'en donne pas assez. Et à force de vivre comme ça, on finit par s'épuiser dans sa propre représentation. C'est pour ça que certaines personnes deviennent de plus en plus lourdes avec le temps. Parce qu'elles ne savent pas simplement être, elles doivent constamment compenser. Compenser un manque intérieur par une posture extérieure. Compenser un doute profond par une assurance visible. Compenser une fragilité réelle par une domination symbolique. Mais plus elles compensent, plus elles se trahissent. Et ceux qui regardent avec profondeur finissent par voir, non pas une force, mais une fatigue. La fatigue de celui qui doit toujours tenir un masque. La fatigue de celui qui ne peut jamais se reposer dans quelque chose de simple. La fatigue de celui qui, sans le regard des autres, ne sait plus très bien ce qu'il vaut. Alors il accélère encore parfois. Il devient plus sec, plus démonstratif, plus piquant, plus stratégique. Comme s'il sentait qu'il devait reprendre une main qui lui échappe. Mais cette accélération est souvent sa dernière erreur. Parce que c'est précisément dans l'excès que la vérité se confirme. Quand tu en fais trop, tu avoues. Quand tu pousses trop, tu révèles. Quand tu veux trop dominer, tu montres surtout à quel point tu ne supportes pas l'égalité. Et là, le regard en face devient définitif. Il n'y a plus de confusion, plus d'hypothèse, plus de doute, juste une compréhension froide. Tu n'étais pas aussi grand que tu voulais le faire croire. Tu étais juste plus bruyant, plus pressé, plus affamé d'importance. Et cette phrase, même si elle n'est jamais prononcée à voix haute, peut suffire à faire tomber tout un personnage. Parce qu'un personnage tient tant qu'il est alimenté par la croyance qu'il inspire. Mais quand cette croyance se retire, il se vide. Il peut encore occuper l'espace, oui,
Mais l'espace n'est plus le même. Il peut encore parler, oui, mais ses mots portent moins. Il peut encore essayer de paraître au-dessus, mais il commence à sentir que cette hauteur n'impressionne plus vraiment. Et c'est souvent là qu'il devient nerveux. Pas forcément visiblement, pas forcément d'une manière grossière, mais nerveux dans ses choix, dans ses prises de parole, dans sa manière de surveiller, dans sa manière de tester si l'effet fonctionne encore. Parce qu'il a perçu quelque chose de très dérangeant. Quelqu'un l'a laissé aller jusqu'au bout et n'a pas bougé. Quelqu'un a tout vu et n'a pas eu besoin de le dire. Quelqu'un l'a compris et n'a même pas cherché à se battre. Et pour certains égos, c'est plus humiliant qu'une confrontation. Parce qu'une confrontation, on peut encore la retourner. On peut encore se défendre. On peut encore parler, attaquer, justifier, manipuler la perception. Mais face à une lucidité silencieuse, il n'y a rien à attraper, rien à renverser, rien à retourner, rien à tordre. Il n'y a que ce vide étrange où ton personnage cesse progressivement d'être crédible. Et dans ce vide, tu découvres peut-être pour la première fois que le vrai pouvoir n'était pas là où tu croyais. Il n'était pas dans le bruit, il n'était pas dans la domination, il n'était pas dans la capacité à faire reculer les autres par la posture. Il était dans la stabilité de celui qui n'a pas besoin de se prouver en permanence. Il était dans les yeux de celui qui voit clair sans trembler. Il était dans ce calme insupportable qui laisse chacun se révéler seul. Parce qu'au fond, la vraie supériorité n'humilie pas. Elle n'a même pas besoin de le faire. Elle laisse simplement la comédie se consumer d'elle-même. Et quand la comédie brûle toute seule, il ne reste plus grand-chose derrière le costume. Et c'est peut-être ça, au fond, la leçon la plus dérangeante de toutes. Ce ne sont pas toujours les gens les plus bruyants qui marquent une pièce. Ce ne sont pas toujours les plus démonstratifs qui la dominent. Ce ne sont pas toujours ceux qui s'agitent, qui coupent, qui parlent comme s'ils avaient tout compris avant tout le monde, qui possèdent réellement quelque chose. Très souvent, ceux-là ne possèdent qu'une chose, le besoin d'être vu. Et vivre avec ce besoin-là, c'est déjà une faiblesse immense. Parce que quand tu as besoin d'être vu pour te sentir grand, tu dépends du regard des autres. Quand tu as besoin d'écraser pour te sentir au-dessus, tu dépends de la petitesse que tu essaies de créer autour de toi. Quand tu as besoin de jouer au plus intelligent en permanence, c'est peut-être parce que, dans le silence, tu n'es pas aussi sûr de toi que tu veux le faire croire. C'est là que tout se renverse. Pendant longtemps, tu peux croire que celui qui domine l'espace domine réellement la situation. Tu peux croire que celui qui impose son ton impose sa valeur. Tu peux croire que celui qui prend de la place possède naturellement une hauteur que les autres n'ont pas. Mais plus tu observes les êtres humains, plus tu comprends que beaucoup de supériorités affichées ne sont que des pansements mal portés, des pansements sur l'insécurité, des pansements sur le vide, des pansements sur la peur d'être ordinaire, des pansements sur cette angoisse profonde d'exister sans impressionner. Et il faut être très lucide pour voir ça. Très lucide, parce qu'au premier regard, le monde récompense souvent le bruit. Le bruit impressionne, le bruit désoriente, le bruit donne parfois l'illusion du pouvoir. Le bruit peut même faire douter ceux qui savent pourtant très bien ce qu'ils valent. Mais le bruit a une limite. Toujours, il fatigue, il s'use, il révèle son besoin. Il finit par laisser apparaître les coutures du personnage. Et quand les coutures apparaissent, il n'y a plus que deux types de gens. Ceux qui continuent à se laisser hypnotiser par la mise en scène et ceux qui voient enfin ce qu'il y avait derrière depuis le début. Un homme qui force, un homme qui compense, un homme qui veut paraître plus haut parce qu'il ne se sent pas assez solide pour rester simplement à sa place. Et c'est dur à accepter pour beaucoup, parce qu'on nous a appris à craindre ce qui s'impose, à admirer ce qui parle avec assurance, à confondre présence et profondeur, alors qu'en réalité, la profondeur est souvent beaucoup plus silencieuse. Elle ne se précipite pas. Elle ne se justifie pas à chaque instant. Elle n'a pas besoin d'occuper la pièce pour exister en elle-même. Elle peut regarder longtemps sans rien dire. Elle peut comprendre sans réagir immédiatement. Elle peut laisser l'autre se dévoiler jusqu'au bout de son propre mécanisme. Et cette patience-là, cette stabilité-là, ce calme-là, c'est souvent là que se cache la vraie puissance. Pas une puissance théâtrale, pas une puissance qui cherche à humilier, pas une puissance qui veut écraser à son tour. Non, une puissance beaucoup plus rare, beaucoup plus propre,
beaucoup plus froide, la puissance de ne pas te laisser définir par le jeu de l'autre, la puissance de ne pas entrer dans sa mise en scène, de ne pas courir après la validation, de ne pas lutter pour une place que tu n'as jamais eu besoin de mendier. Parce qu'au fond, c'est ça qui fait toute la différence. Il y a ceux qui ont besoin du décor, et il y a ceux qui tiennent sans décor. Il y a ceux qui ont besoin du regard des autres pour se sentir exister. Et il y a ceux qui peuvent traverser une pièce entière sans rien prouver, parce qu'ils savent déjà qui ils sont. Il y a ceux qui doivent contrôler l'ambiance, et il y a ceux qui n'ont pas besoin de contrôler quoi que ce soit pour rester solides. Et avec le temps, cette différence devient immense, parce que celui qui joue finit par s'épuiser dans son rôle. Il doit toujours recommencer, toujours relancer l'impression, toujours rappeler sa prétendue hauteur, toujours reconstruire les faits, alors que celui qui est vrai n'a rien à reconstruire. Il est, simplement. Et dans un monde rempli de personnages, être simplement réel devient presque intimidant. Oui, intimidant, parce qu'un être réel ne réagit pas toujours comme prévu. Il ne se laisse pas happer facilement. Il ne se laisse pas réduire par une posture. Il ne se laisse pas redessiner par l'arrogance de quelqu'un qui a besoin de dominer pour respirer. Il regarde, il comprend, il laisse passer ce qui doit passer. Et quand il agit, il n'agit pas pour faire du bruit. Il agit parce qu'il n'a plus besoin de douter de ce qu'il a vu. Et c'est peut-être ça que certains sentent trop tard. Ils croyaient impressionner. Ils croyaient prendre le dessus. Ils croyaient construire leur image dans l'esprit des autres. Mais sans le savoir, ils étaient déjà en train de se révéler à quelqu'un qui ne se laisserait jamais tromper par ce genre de théâtre. Et face à quelqu'un comme ça, tout devient plus difficile. Ton charme fonctionne moins. Tes effets s'usent plus vite. Ta posture perd de sa force. Tes petites prises de pouvoir deviennent visibles. Tes besoins deviennent lisibles. Et plus tu essaies de sauver ton personnage, plus tu confirmes qu'il ne tient pas tout seul. Alors oui, il y a des gens qui parlent comme s'ils dominaient tout. Des gens qui veulent toujours être au-dessus. Des gens qui confondent l'intelligence avec l'habileté à prendre de la place. Des gens qui pensent que les autres ne voient rien, tant qu'ils gardent le ton juste, le regard sûr, la phrase bien placée. Mais il y a aussi une vérité qu'ils oublient toujours. Il existe des silences qui voient tout. Des silences qui ne se laissent pas acheter par l'assurance. Des silences qui ne se laissent pas intimider par le décor. Des silences qui comprennent très tôt qu'ils n'ont pas en face d'eux une vraie grandeur, mais une fin de grandeur. Et quand cette vérité est vue, quelque chose meurt. Pas forcément dans le bruit, pas forcément devant tout le monde, pas forcément en un instant spectaculaire, mais intérieurement, dans le regard de celui qui a compris, quelque chose meurt. Le masque cesse d'impressionner, le personnage cesse d'imposer. La mise en scène cesse d'avoir du pouvoir. Il reste encore les gestes, il reste encore les mots, il reste encore l'allure. Mais l'essentiel, lui, s'est déjà effondré. Parce qu'au fond, la chute la plus lourde n'est pas toujours celle qu'on voit. La chute la plus lourde, c'est quand quelqu'un cesse de croire à ton personnage pendant que toi, tu continues encore à le jouer. Et peut-être que le vrai pouvoir a toujours été là. Pas dans celui qui fait du bruit, pas dans celui qui veut paraître au-dessus, pas dans celui qui transforme chaque instant en terrain de domination, mais dans celui qui reste debout, calme, lucide, et qui laisse chacun révéler seul sa véritable taille. Car à la fin, tout se voit. Le besoin derrière l'arrogance, le vide derrière la démonstration, la fragilité derrière le contrôle, la peur derrière la hauteur. Et quand tout se voit, il ne reste plus qu'une vérité nue. On peut tromper des regards distraits, mais on n'impressionne jamais longtemps quelqu'un qui voit clair. Alors non, le plus dangereux n'était pas celui qui parlait le plus fort. Ce n'était pas celui qui coupait les autres. Ce n'était pas celui qui voulait toujours donner l'impression qu'il contrôlait tout. Le plus dangereux, c'était celui qui avait compris depuis longtemps et qui n'avait plus besoin de le dire. Parce qu'il y a une chose que les faux dominants oublient toujours. On peut impressionner des gens pressés, on peut déstabiliser des gens fatigués, on peut manipuler des regards distraits, mais on ne trompe pas longtemps quelqu'un qui voit clair. Et quand quelqu'un voit clair, tout change. Le ton ne suffit plus, la posture ne suffit plus, le regard ne suffit plus, le personnage ne suffit plus. Parce qu'à partir du moment où ton besoin est visible, ta supériorité commence déjà à s'effondrer. Alors laisse les gens parler, laisse-les jouer, laisse-les se croire au-dessus,
Laisse-les penser que le silence en face est de la faiblesse. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées. Certaines chutes n'ont pas besoin d'être provoquées. Certaines personnes se dévoilent beaucoup mieux quand on ne les interrompt pas. Et parfois, la plus grande force, ce n'est pas de répondre, c'est de voir, de comprendre, et de ne plus jamais te laisser impressionner par ce qui, au fond, n'était que du bruit. Si cette vidéo t'a parlé, si toi aussi tu as déjà croisé quelqu'un qui se croyait plus grand qu'il ne l'était vraiment, alors écris simplement en commentaire « Je vois clair ». Et si tu veux d'autres vérités comme celle-ci, des vérités qu'on ressent profondément avant même de pouvoir les expliquer, abonne-toi, parce qu'il y a des choses qu'on ne t'apprend jamais, mais qu'un jour tu finis par voir. Et une fois que tu les vois, tu ne regardes plus jamais les gens de la même manière.